avec les Cleveland Cavaliers. Partager cet écran avec toujours cette illustration magnifique signée Jordan qu'on salue et dont on rend hommage au taf. C'est vraiment toujours superbe, les illustrations de Jordan. Moi je règle ce petite chose avant potentiellement de partager la preview, voilà, qui s'affiche ici. Les Cleveland Cavaliers, donc, les Cleveland Cavaliers, une année compliquée comme toutes les années, j'ai envie de dire. En tout cas, depuis le départ de LeBron James, bien sûr, ça a été compliqué pour la franchise de Cleveland. Malgré tout, l'émergence d'un duo bien nommé, le Sexland, Colin Sexton, pardon, et Darius Garland, deux arrières au profil intéressant, qui ont été un petit peu blessés la saison passée et qui subissent l'instabilité d'un coaching staff certain et d'un FO un petit peu incompétent, mais ça on va y revenir, vous allez le voir. On va commencer par parler de ce duo derrière. Avant toute chose, on va peut-être faire un point sur le roadster rapidement. Donner le 5 majeur. Le 5 majeur de la preview, signé Xavier, signé Stuff, mais aussi peut-être un autre point de vue sur le 5 majeur. Personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec Kevin Love. On va adresser ça tout de suite, alors que peut-être on va pouvoir vous mettre directement l'image du 5 majeur prévu par Stuff. Voilà. Donc pas mal de départs cet été, Larry Nance Jr. notamment qui part à Portland, Torian Prince également, Matthew Della Vedova, Isaiah Hartenstein et Jeremiah Martin pour les deux moins connus. Enfin les arrivées, bien évidemment on va parler d'Evan Mobley, Lauri Markkanen, Ricky Rubio et Tacko Fall et Kevin Pangos. Voilà pour les arrivées, ce qui nous fait du coup un roadster assez peu profond, on le verra, ça va être un des autres points sur lesquels on va pouvoir discuter, mais un 5 en tout cas qui sera composé de Darius Garland, Colin Sexton, Isaac Okoro au poste d'ailier bien seul, Kevin Love en 4, Jarrett Allen en 5. Alors c'est le 5 majeur proposé par Stuff. C'est quelque chose qui... alors moi, Kevin Love, je suis un petit peu dubitatif, je sais pas ce que t'en penses toi Cam, j'ai l'impression pour moi qu'il est hors de la rotation, hors de la franchise, même je ne le vois pas vraiment prendre des minutes, ça fait extrêmement longtemps que chaque saison il se blesse régulièrement, et puis surtout, on va le voir avec Evan Mobley, avec Lauri Markkanen, c'est une franchise en reconstruction qui doit gérer ses jeunes talents, les développer. Je pense pas que la titularisation de Kevin Love soit vraiment intéressante en termes de développement d'équipe. Qu'est-ce que tu penses du point Kevin Love potentiellement titulaire, Cam? Qu'il a un énorme contrat par rapport au minuscule temps de jeu qu'il a eu ces derniers mois, j'irais même envie de dire ces dernières années. Après, au-delà de ça, le gros souci qu'il y a avec Kevin Love, c'est qu'il est hors de forme. Enfin, non seulement il a pas l'air épanoui, il n'a pas énormément envie de rester dans l'Ohio, ce qui peut se comprendre, mais au-delà de ça, enfin, l'événement révélateur, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, mais cet été, il a été invité par Team USA pour préparer les Jeux Olympiques. Il était juste hors de forme, en fait. Il court plus, il est cuit, en fait. Et mentalement, il a la tête ailleurs, ça se voit, ça se ressent, à tous les niveaux. Tu sens que le mec, en fait, simplement n'a plus envie de s'investir dans une équipe qui, entre guillemets, ne le rend pas forcément bien aussi, ce qu'il faut comprendre. Mais à côté de ça, c'est le plus gros salaire de l'équipe. Il te mange un tiers de ton salarié cap quasiment. Et à côté de ça, c'est un poteau, quoi. Quelle équipe en 2021 va vouloir trader pour lui? Pas grand monde. Donc là, en fait, c'est un bras de fer qui dure depuis un an, quoi. Il attend juste, en fait, que l'équipe craque et le cut, quoi. Parce que Ouais, je globalement, pense qu'il comment les... avait 2 saisons restantes sur son contrat avant cette saison. Je pense que ça va s'acheminer vers un buyout la saison prochaine, tout simplement. Alors qu'on salue Piker et Riton Tonnerre, le bien nommé, le pseudo qu'adore Vincent. Salut à vous, bienvenue dans le chat. Encore une fois, très grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Riton qui nous précise que Kevin Love a joué hier en pré-saison. Donc, je serais étonné de connaître son état de forme. Du coup, j'ai pas regardé. Pour être très honnête. Alors, par contre, du coup, je vais juste rebondir sur le match d'hier. Si vous avez l'occasion, allez voir le alley-oop de John Collins sur Jarrett Allen. Oui, je suis d'accord.
Ah la vache! Ah la vache, Incroyable. qu'il les met Ouais, Draken. c'était magnifique. Et il Et y a un dunk de Lavine aussi qui était incroyable de puissance avec les oui, oui, Bulls. oui. Ouais. Mais ça, je crois que c'était déjà hier. Bref, on va parler un petit Après, peu. On va parler un petit peu de ce duo Darius Garland, Colin Sexton. Alors c'est un duo que je connaissais pas forcément beaucoup. Colin Sexton est assez talentueux, mais il n'a pas bonne presse et j'avais un peu l'image de ce joueur assez perso, très agressif, très scoreur, mais assez voilà égoïste. Ou quoi, ce qui a pu être vrai, je pense. J'ai regardé, je me suis bien renseigné du coup. Regardé ses stats à l'assist, à son assist usage, etc., qui était très faible effectivement ces 2 premières saisons, qui a augmenté la saison passée, je pense boosté par son duo avec Darius Garland, qui offre plus de possibilités. Globalement, ce sont 2 jeunes joueurs qui sont orientés slasher plutôt, par leur profil, avec Colin Sexton qui est vraiment un pur arrière-scoreur. Donc c'est vrai, clairement, il a ce problème dans son passing game. C'est pas un initiateur offensif, c'est pas lui qui va décaler sur ses coéquipiers, même si je pense que ça peut être finalement des drive and kick simples ou quoi, ça peut être pris dans son développement, ça peut être envisagé dans son développement. Garland, lui, est un petit peu plus gestionnaire, a ce profil un petit peu plus meneur, il a un petit peu galéré pour sa première saison rookie, mais il semble avoir pris un certain rythme et s'être développé à ce niveau-là la saison passée. C'est, quoi qu'il arrive, et malgré beaucoup de travail potentiel sur les deux, notamment dans la sélection des shoots, je pense à Garland qui prend beaucoup de flotteurs, qui a du mal à driver au cercle, qui a du mal à exploser vers le cercle, en raison aussi d'un physique un petit peu fluet. Je pense que c'est un gros axe de progression. Malgré tout, ils ont vraiment des stats au scoring intéressantes, surtout de par leur efficacité. J'étais surpris de voir qu'ils ont une efficacité correcte, voire correcte plus, et potentiellement bonne selon les saisons, et qui en tout cas ne pénalise pas trop leur équipe, et ça pour des joueurs assez jeunes comme ça, c'est assez rare. Ça permet beaucoup d'espoir quant à leur upside, et je pense que c'est clairement le duo des Cavs sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer. Alors qu'on peut remercier Iragael qui rentre dans le 5. Merci pour ton follow. Plutôt Sexton ou Garland? Oui, n'hésitez pas à nous dire dans le chat, hein, n'hésitez pas à vous faire vos retours, vos commentaires, ça nous intéresse, bien évidemment. Donc, je pense que c'est vraiment la pierre angulaire des Cavs, c'est là-dessus qu'ils vont pouvoir se développer ou pas. Derrière, en ailier, on a Isaac Okoro, qui est un ailier avec une bonne envergure, un physique vraiment très imposant, et qui devrait s'intercaler avec ces deux jeunes arrières dans un rôle plus défensif. C'est vrai qu'un des défauts de ce backcourt-là, c'est l'aspect défensif qui pose question, pour euphémiser un petit peu la chose. disons qu'après, tu vois, je vais juste Vas-y, vas-y, rebondir sur vas-y, l'aspect totalement. défensif. On a deux cas différents en fait, entre Garland et Sexton. Alors Sexton, il a été drafté en NBA parce qu'il avait cette image-là en NCAA du vrai pitbull que tu lâches sur le meilleur extérieur adverse, etc. En NCAA, ça marche parce qu'en fait, il était plus grand que la plupart des meneurs qu'il a affrontés. Tu arrives en NBA, tu deviens le plus petit. Et Garland, à côté de ça, n'a jamais été un grand défenseur. Par contre, comme tu l'as dit, un bon gestionnaire, un bon passeur et un shooter qui progresse de plus en plus. La réalité, c'est que aligner les deux sur le terrain, voilà, vache. C'est compliqué parce que t'en as un qui sait pas défendre, c'est Garland, et t'as l'autre qui peut pas défendre parce qu'il est trop petit, il est trop frêle. Et en fait, ils se font manger sur tous les match-ups parce que t'as des meneurs trop costauds, type Chris Paul, Devin Booker, Lillard, Westbrook qui les mangent au poste. T'en as qui sont plus agiles, plus méchants, qui passent l'épaule, c'est terminé. Donc en fait, voilà, c'est un backcourt qui ne peut pas défendre. D'où l'intérêt à l'époque de la draft d'Okoro qui est un buff, comme tu l'as dit, et qui potentiellement doit avoir cette capacité à pouvoir compenser sur un, voire deux joueurs. Mais c'est demandé beaucoup. Oui, c'est vraiment, voilà, il va falloir en fait mettre des pièces défensives autour de ce duo pour que ça puisse être viable. Ce qui est bien, c'est que avec une équipe en reconstruction, tu as le temps de trouver ces pièces-là de complémentarité avec ces joueurs-là. Tu as le temps de construire. On n'est pas là dans des résultats, on ne cherche pas à avoir des résultats rapides. Donc, ça fait partie de leur processus de construction d'équipe, en fait, j'ai envie de dire. Alors qu'on salue Smile. Salut Smile, très heureux de te retrouver avec nous, ça fait extrêmement plaisir. On est sur les Cavaliers.
Et on parlait de ce duo Sexland, le bien nommé, avec Okoro qui viendrait du coup peut-être apporter quelque chose de plus défensif. Et enfin, moi j'ai envie d'arriver, donc du coup ça nous arrive, ça nous mène plutôt naturellement jusqu'à Evan Mobley, l'intérieur choisi en numéro 3, c'est numéro 3 de la draft, c'est ça, il me semble. C'est ça, exactement. Donc Evan Mobley, un intérieur très longiligne, pardon, très mobile, extrêmement grand, 2,13 m pour 2,25 m d'envergure, mais par contre, qui est encore très léger, avec 98 kg, donc moins de 100 kg pour quelqu'un de cette taille-là. C'est vraiment un physique longiligne, filiforme, un petit peu comme on a pu en voir pour Bol Bol, Taco Fall, Tonemaker, ce genre de joueur. Mais la grande différence par rapport à ces joueurs, c'est que son fil pour son ressenti pour le jeu, son sens du jeu et sa mobilité est vraiment bien meilleur, ce qui l'a projeté du coup bien en avant dans les drafts, avec un potentiel défensif très fort dès le début, avec un aspect rim protecteur vraiment très, très intéressant. Et donc qui pourrait vraiment s'inscrire parfaitement avec ce duo qui a besoin d'une assise défensive. Alors ça ne résoudrait pas tout, mais ça pourrait faire quand même beaucoup faire beaucoup de chemin à cette équipe, parce qu'il a vraiment ce potentiel-là défensif intéressant. Il sait très bien se déplacer, comme j'ai dit, il a une bonne mobilité, et surtout il a ce sens du jeu qui permet de ne pas, c'est pas fort, enfin, ça pourra l'être, on verra. De toute façon, c'est un rookie, donc c'est encore très brut. Il va falloir qu'il prenne le sens, le rythme de la ligue, qu'il comprenne les schémas, les systèmes. Ça va se faire petit à petit, mais c'est pas forcément seulement un contreur à la Hassan Whiteside qui délaisse tous ses devoirs défensifs sur le pick and roll, etc., pour venir juste en second rideau contrer et faire ses stats. C'est un profil plus intelligent qui va bien se positionner sur le pick and roll, qui va pouvoir un petit peu monter sur la défense, qui va être capable de faire plein de choses. C'est intéressant donc comme assise défensive. Après, pour être très honnête, j'ai l'impression qu'il y a énormément de travail à faire sur l'aspect offensif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, Cam? Alors, il a montré une mécanique de shoot intéressante à USC. Sans parler de pourcentage au lancer franc ou à 3 points, clairement, c'est son plus gros axe de travail parce que le souci quand tu as des braillements, c'est que ton shoot, en fait, il a un shoot qui est très haut mais qui est actuellement assez lent. Donc, facile à contrer, facile à défendre et à anticiper. Et au-delà de ça, en fait, le gros point noir qu'il y a sur son jeu, c'est son manque de physicalité. Comme tu l'as dit, il pèse moins de 100 kilos, donc ça veut dire qu'en fait, que même contre certains ailiers, il risque de subir. Et quand tu es autant longiligne, ça se revoit dans un manque de puissance au niveau des cales. Il va forcément se faire enfoncer par les postes 4 et 5 plus costauds. Enfin voilà, ça doit être un défenseur très intelligent parce qu'il doit compenser sur ce point-là. Et ça veut dire aussi que malheureusement, il va souffrir au rebond, il va souffrir au poste bas face à des adversaires qui ont du footwork et de la puissance brute. Typiquement, tu vois, le Dunkedo, ils adorent cette expression. Le test de physicalité en NBA, c'est jouer contre Antetokounmpo et Embiid. Et clairement, là, à l'instant T, compliqué. Ouais, compliqué. Compliqué. Ça va vraiment être les deux axes de travail pour Mobley. L'aspect physique en premier lieu, très clairement, parce que même défensivement, il risque d'être ciblé en bas. Toutes les équipes qui auront un big un petit peu correct ou quoi vont pouvoir faire des festins contre lui. Même des drivers un petit peu physiques ou quoi vont pouvoir l'enfoncer sous la raquette. Alors après, son envergure pourra peut-être jouer pour lui. Malgré tout, il va subir, et donc du coup, il a vraiment un cap physique à passer. Ça va se faire dans le temps, de toute façon. Après, c'est Oui. rien d'impossible. Son frère est un petit peu moins grand que lui, mais est bien charpenté. Donc on peut imaginer quand même qu'il n'y a rien d'impossible. Des physiques comme Bol Bol, par exemple, semblent plus difficiles à muscler que lui. Et l'aspect offensif où certes il a un shoot à mi-distance intéressant, à 3 points par contre c'est difficile, comme tu le disais sa mécanique est assez lente, et puis il y a, je trouve sur ces 3 points un aspect un peu psychologique, j'ai l'impression qu'il hésite, j'ai l'impression qu'il est plus incertain. Alors ça va être vraiment aussi quelque chose à mettre en place sur le long terme, donc c'est quand même un chantier intéressant, pas stupide dans l'idée des Cavs, et pour accompagner ce duo
Sexland à la main qui pêchent défensivement, ça peut être vraiment une pièce qui va leur permettre d'être au niveau défensif, un minimum correct pour potentiellement avoir une identité offensive qui les mènera beaucoup plus haut. C'est-à-dire que s'ils arrivent à truster le haut des places de ranking offensif, ils pourront se permettre d'être un petit peu moins bons défensivement, et Mobley pourrait suffire largement à ça dans le futur. Maintenant, on en vient à un problème dans tout ça, c'est que on a présenté les choses de manière assez embellie, plutôt jolie, tout dans le meilleur des mondes est intelligemment fait, etc. C'est en réalité pas vraiment le cas dans cette franchise de Cleveland qui est, dysfonctionnelle à plus d'un niveau, alors que peut-être je peux repasser sur cette image de la preview. J'ai oublié d'ailleurs de lancer les vidéos, alors je m'en excuse, vous voyez, j'étais pris dans l'argumentaire, j'ai totalement oublié de tout vous partager à l'écran, excusez-moi, je n'ai pas encore tout à fait l'habitude du live, ça va venir avec le temps. Donc je disais oui, une franchise des Cavs qui est dysfonctionnelle à plusieurs égards. Alors d'abord, et c'est Steph qui mentionnait ça aussi dans sa preview, 3 coachs depuis 2018 et finalement bigger staff et un coaching staff qui semble peu armé, voire peu compétent dans le développement des joueurs. Je pense que je peux te laisser la parole là-dessus. Tu connais mieux bigger staff que moi. Alors oui, malheureusement, j'ai eu la grande chance de l'avoir comme assistant adjoint, entraîneur adjoint, puis comme assistant intérimaire, puis comme entraîneur tout court à Memphis. Et en fait, c'est un peu le résumé de sa carrière, c'est que c'est une personne enfin, c'est un assistant très compétent, très proche des joueurs, bon défensivement, qui a un vrai lien dans le vestiaire. Mais dès que tu le mets sur un banc NBA avec une cravate, un costume, c'est compliqué parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, il sait motiver les joueurs, il sait les booster, il sait mettre en place une bonne défense, mais il n'a pas le roster pour créer une bonne défense et une culture, on va dire, de l'agressivité, du rebond, etc. Et justement, en fait, c'est un effectif, et moi je l'ai comparé un peu aux Wizards de Bill, etc. T'es forcé de vouloir mettre 130 points de cette équipe-là parce que tu ne pourras pas en encaisser de moins de 105. Tu as un duo d'arrière-meneurs qui ne peut pas défendre. Jarrett Allen, on va y revenir après, mais c'est un rim protecteur que moi je trouve assez limité dans son rôle. C'est-à-dire que c'est un bon contreur, c'est un bon rebondeur, mais qui peine à tenir les meilleurs pivots, qui peine à switcher. Et en fait, voilà, clairement, l'effectif, il n'est pas construit pour la philosophie du coach, qui en plus de ça n'a pas la compétence théorique pour poser des systèmes léchés et proposer un jeu de passe. Parce que globalement, dans le sac majeur qu'on a donné, il est dysfonctionnel. Tu as deux meneurs arrière qui ont un shoot qui doit s'améliorer. Tu as un poste 3 qui doit trouver son rôle en attaque, un poste 4 qui ne joue pas, et un poste 5 qui en attaque. Jarrett Allen, tu peux pas lui demander beaucoup en attaque, malheureusement. Il a quelques mouvements, il a un hook qui est assez efficace, mais c'est tout, quoi. Et c'est Il beaucoup y a trop léger clairement, pour. il y a clairement un problème d'identité de jeu au Cavs, c'est clair et net. Et il y a Riton Tonnerre qui nous dit Bickerstaff, ça dégage. Alors, le problème étant, voilà, on en parlait un petit peu hier de l'importance, on avait fait une parenthèse sur Orlando pour l'importance du coaching staff dans le développement des joueurs. Le problème étant, c'est que si tu ne trouves pas un coach qui réussit à développer correctement les joueurs, en changer, certes, mais en changer trop souvent, c'est aussi de l'instabilité, et c'est bien sûr pas bon pour les jeunes joueurs. Donc c'est très compliqué de réussir à trouver un coaching staff qui puisse parfaitement élever le niveau de ces jeunes joueurs. C'est vraiment une difficulté que je pense on sous-estime un petit peu globalement dans la réussite des franchises en reconstruction, qui est vraiment quelque chose de très important. Et alors que Smile qui nous dit ouais, j'ai vu des choses horribles quand il était de passage dans le Tennessee, moi, je pense que Cam peut le confirmer, hein, c'est pour ça qu'il en parle. Et ça nous amène aussi à un problème de front office plus généralement, comme tu disais, l'effectif est pas forcément pensé plus que ça. On va parler justement de la prolongation de Jarrett Allen, mais j'aimerais mettre la prolongation de Jarrett Allen en perspective avec les rumeurs et la peur du FO des Cavs de prolonger Colin Sexton. À plusieurs reprises, on a vu des rumeurs de trade pour Colin Sexton qui étaient notamment motivées par le front office des Cavs de connaître sa valeur marchande.
Je ne comprends pas qu'une franchise en reconstruction qui cherche désespérément du talent, peu importe le fit, dans un premier temps, il faut avoir des locks en termes de potentiel à développer, puisse ne pas vouloir prolonger un joueur comme Sexton, et en même temps venir prolonger au prix fort Jarrett Allen, un prix vraiment sur 5 ans, c'est un contrat long, et sur vraiment des sommes qui personne dans la ligue, tu me disais hier, et c'est vrai, Tom de Dunk Hebdo, qu'on salue, qui est aussi supporter des Grises, décidément, qui nous disait, mais contre qui disait dans un épisode de Dunk Hebdo, mais contre qui il se battait en fait pour Jarrett Allen, pour lui proposer autant en fait. C'était quoi la concurrence compétition, entre le temps. voilà, la concurrence, c'était quoi la concurrence vis-à-vis de ça? Il n'y en avait pas. Pourquoi surpayer un joueur pareil? Ensuite, euh, la draft de Mobley. Bon, on a dit que dans l'absolu, pourquoi pas cette draft de Mobley? Sauf que c'est pour, juste après, parier sur Lauri Markkanen, faire venir Lauri Markkanen et parier sur ressusciter Lauri Markkanen en le prolongeant à une valeur assez élevée. Alors, Kaolito qui nous dit oui, Sexton fait doublon avec Garland. Encore une fois, pour moi en fait, cette question-là se pose pas en fait ne se pose pas encore. C'est-à-dire que je peux comprendre dans l'absolu que le fit ne soit pas parfait. Ce que je questionne, c'est le moment en fait pour une franchise qui est en reconstruction. Et par rapport au talent de pouvoir se défaire de certains talents. Est-ce qu'ils ont le luxe, les Cavaliers, à ce moment T, de se défaire de leur talent? Si le fit avec Sexton Garland n'est pas possible à l'avenir, il prolonge Sexton, il lui laisse prendre de la valeur et il le trade ensuite comme un asset qui, dans leur système, ne fonctionne pas mais pourra fonctionner ailleurs et ils récupèrent des choses derrière. Là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le perdre contre rien du tout. Et perdre du talent pur sur lequel il pourrait bâtir quelque chose, parce que même si effectivement le fit n'est pas parfait, je pense que on peut construire de façon à ce que autour ça puisse marcher. Hier, Cam, tu me disais, c'est peut-être une sorte de backcourt Lillard-McCollum. Alors il y a des différences bien évidemment, mais imaginons dans l'esprit en extrapolant un petit peu. Lillard McCollum, ça va plutôt loin. Maintenant, ils ont un plafond de verre qui est le plafond défensif et ils n'ont jamais eu de pièces défensives à côté d'eux. Les Cavs, ils sont en position pour faire à peu près la même chose, mais construire à côté avec des pièces défensives. Alors, encore une fois, la comparaison avec le backcourt de Portland, on peut y voir plein de défauts. Malgré tout, ce que je veux dire, c'est que dans l'idée de construction, Cleveland n'en est pas à pouvoir refuser du talent. Et c'est un trade, moi je suis bien d'accord, mais la valeur de trade de Sexton pour l'instant, c'est un joueur assez jeune, etc., qu'il faut développer. Toutes les franchises ne peuvent pas faire ça. Tu ne perds rien en fait à le garder, à continuer de voir sa progression augmenter et d'en faire un asset plus valuable par la suite. Après, il y a l'aspect Simmons, etc. On va pas trop y revenir malgré tout. Et surtout, voilà, encore une fois, par rapport au développement de Mobley, on revient au développement de Mobley. Mettre Markkanen dans ses pattes, avec un Jarrett Allen qui a prolongé pour 5 ans. Alors après, est-ce que le fit avec Jarrett Allen pourra fonctionner? Pourquoi pas? Il faut voir comment ça va donner. Et puis, en attendant, il y avait d'autres chantiers à Cleveland que prolonger Jarrett Allen. La second unit est nulle. Il n'y a pas de profondeur de banc dans cette équipe. Et il n'y a pas d'essai vis-à-vis de ça. Il n'y a pas de recrutement vis-à-vis de ça. Des pièces de vétérans potentiellement. Des choses pour complémenter le roster, pour encadrer un petit peu les jeunes. Il n'y a rien de tout ça. Et enfin, dernier point pour moi qui en fait une franchise dysfonctionnelle, c'est le propriétaire. Alors on connaît bien Dan Gilbert. C'est pas son coup d'essai de ce genre de bêtises. Mais il a mis la pression dès cet été en disant qu'il fallait viser le play-in, qui sinon ce serait terrible ou je ne sais quoi. Un problème, enfin, pour moi c'est une incompréhension de la timeline de ton équipe. Potentiellement un travail avec le FO, un dialogue avec le FO qui n'est pas bon. Je trouve que ça fait beaucoup en fait de dysfonction potentielle dans le front office et derrière en fait les joueurs pour espérer des développements sains. Et c'est ça qui Alors me... après, tu vois, Vas-y, vas-y.
Tu vois, après, je vais juste du coup rebondir sur le fait du qu'est-ce qu'on fait de Garland Sexton en 2022. La réalité en NBA, c'est qu'actuellement, quand tu as un contrat rookie, enfin, quand tu as le contrat d'inter-rookie qui se termine, tu as deux solutions quand tu es une franchise. Tu t'appelles New York ou Los Angeles et tu as l'attractivité pour lui dire, bah, écoute, je te garde 2 ans et après on voit. Ou tu as un petit marché, donc Cleveland, les Nuggets récemment, Memphis bientôt, etc. Toutes ces franchises-là, en fait, tu n'as que deux solutions. Soit tu es contender et effectivement le joueur peut faire une résistance sur son salaire, soit tu dois lui mettre 5 ans dans les pattes parce que sinon, en fait, il va aller toquer dans une franchise qui est beaucoup plus attractive. Et donc, en fait, malheureusement, l'argent, c'est actuellement le seul argument que tu as en fait pour regarder Sexton et Garland en priant Mais justement pour que je ton suis gars pas tout augmente. à fait d'accord. Alors, je comprends tout à fait le problème du max. C'est effectivement un problème de devoir payer le max à tous les joueurs. Alors, sauf que, autant la QV dernière nous a mis beaucoup de max contract dans les pattes avec Shea, avec Michael Porter Vinci. Jr. récemment, voilà. Bien évidemment, ça montre avec Doncic, etc. Mais excusez-moi, mais qui va donner un max à Garland et Sexton? Je ne pense pas que ce sont des joueurs qui puissent prétendre au max. Et si c'est vraiment quelque chose que tu crains parce que tu ne sais pas, comment dire, négocier un contrat avec les agents de joueurs, ce qui est terrible comme incompétence en termes de front office, si tu ne sais pas faire ça, etc., tu attends la qualifying offer, tu regardes les offres des autres équipes et ensuite tu les matches ou non. Et tu verras bien. Et si à ce moment-là le max se pose, tu peux le refuser. Mais tu n'as pas forcément à anticiper cette valeur-là sur des joueurs qui ne l'ont pas. Sur des joueurs comme Michael Porter Jr., sur des joueurs comme Shai Gilgeous-Alexander, tu es obligé de les payer le max avant que se pose ce problème de qualifying offer. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs en fait qui, tu le savent, valent le max. Et donc, n'importe quelle autre franchise va mettre le max sur la table. Pour des joueurs comme Darius Garland et Colin Sexton, c'est pas sûr. T'es pas à l'abri qu'il n'y ait pas preneur pour ces joueurs-là. Et dans ce cas-là, t'es gagnant sur le contrat, sur la qualifying offer et sur le fait de pouvoir matcher le salaire. Donc les Cavs sont en position de force. Donc je comprends pas pourquoi on puisse se dire qu'il y a un trade potentiel avant ça. Si vous avez vraiment peur de les prolonger au max, vous avez qu'à attendre de voir s'il y aura des propositions au max ou non. Après, tu vois, juste du coup, je vais rebondir sur ce que tu disais avant ça. En fait, cette équipe, cette franchise des Cavs, qu'est-ce qu'elle paye là en 2021, bientôt 2022? Elle paye son été post-LeBron en 2018. Donc, c'est-à-dire, c'est que globalement, il y avait allez, une chance sur 10 pour que LeBron reste après sa dernière finale contre les Warriors. Il s'en va, tu le sais. Cet été-là, ils ont fait le choix de re-signer la blinde sur Kevin Love, de conserver tout le corps qu'ils avaient, donc les Tristan Thompson, les George Hill, etc. Et en fait, l'erreur de cette franchise de se dire, enfin, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque, mais vraiment le speech était d'essayer de retourner en playoff très vite, de jouer à la huitième place, etc. Ça s'est très vite cassé la gueule parce que c'est les problèmes avec Kevin Love et l'intégration ratée de Sexton ont commencé. Et tout se paye maintenant. Parce que le temps d'écrémer ta masse salariale, c'est trop tard. Tu as encore, enfin, tu as quasiment 60 millions d'engagés sur trois ailiers forts là en bientôt en 2022. Donc, tu n'as ni la flexibilité pour pouvoir encaisser des contrats pourris contre des pics, ni tenter des paris. Et en fait, cette équipe-là, comme tu l'as dit juste avant, on lui demande de jouer le play-in, mais elle est pas en position. Et elle a de l'autre côté, elle a même pas les vétérans ou le cadre en fait pour pouvoir permettre à ces jeunes de dire cette année on va en chier, mais l'an prochain on va continuer à progresser, etc. En fait, elle fait du surplace. Pour, Et vraiment, pour l'an dernier, finir, ils sont ouais, 28e attaque, 29e défense, et c'est logique. Il y a pas de stabilité, il n'y a rien. pour finir, on va répondre à Kawalito, peut-être pas le max, gratter 25 millions. En sortie de contrat rookie, pardon, le max c'est à peu près 25 millions. C'est ça. Après, tu as le super max, mais il faut alors des conditions. Et il faut être All-NBA Team, défenseur de l'année ou MVP. Parce qu'ils All-Star, ne le défenseur de seront. l'année, Voilà, etc. ils ne le seront jamais, donc ça se pose pas comme question. Et donc le max auquel il peut prétendre, c'est 25 millions. Donc moi je pense que vraiment, ça tape, ok, ça tape peut-être 20 ou 22 millions par saison. Tu l'offres, surtout qu'il y a un cap qui va augmenter dans les prochaines années. Et dans 2-3 ans, ce sera peut-être des contrats, des assets que tu pourras trader. Moi, surtout, en fait, c'est dans la position des Cavs. Quel est l'intérêt de virer un de tes joueurs à potentiel maintenant? Je ne vois vraiment pas. Si ce n'est un proprio qui dit je ne veux rien payer. Bon, alors ça, c'est une autre possibilité. Ça, je l'accorde. Aussi.
Je pense qu'on va terminer là sur les Cavaliers parce que le temps manque, il faut qu'on passe à la suite. Mais en tout On cas, va ça a prendre de été, la hauteur au Paris final. mais en tout cas, ça a été un bon débat. Donc les Cavs pour terminer, faire un petit peu le bilan. Il y a des choses potentiellement intéressantes, mais il y a beaucoup de dysfonctions et un manque de vision un peu dans la construction du roster qui nous fait dire que il y a des potentiels, mais que le développement est plus difficile qu'ailleurs pour les joueurs et que du coup, forcément, c'est compliqué pour cette franchise d'espérer quelque chose de sain et de constructif et donc de forcément avoir un développement sécurisé dans le milieu à moyen terme, malgré c'est là où on fait la différence avec les previews d'hier, malgré le fait qu'ils aient déjà des pics un peu lock en termes de talent, ce qui ne sont pas forcément le cas des franchises dont on parlait hier.